Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous présenter le premier épisode des AP Talk. Ces lives savoureux imaginés en partenariat avec le food court des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Chaque deuxième mercredi du mois, à l'heure de l'apéritif, nous invitons le public à rencontrer les fabuleux artisans qui œuvrent ici chaque jour et à les écouter se confier sur leur univers, leur histoire, leurs produits et leurs secrets de réussite. Si ça vous met l'eau à la bouche, rendez-vous sur place le 9 octobre à 19h15. L'ensemble des sessions sera retransmis ici même sur le podcast À Poil et c'est le premier rendez-vous consacré à Gilles et Nicolas Véraud, les deux intraitables charcutiers de la maison du même nom que je vous invite à écouter aujourd'hui. Et de voir des gens qui sont pas la clientèle type de la charcuterie ou du produit charcutier en règle générale venir manger de la rillette taille, faire la queue pour la faire rillette la queue pour, taille. et ben pour nous c'est vraiment la plus grande des fiertés, la plus grande des satisfactions qu'on puisse avoir, parce qu'on se dit tiens, ces gens-là on leur fait découvrir notre savoir-faire, et ça c'est génial. Cette maison haute couture est à l'origine du retour de hype de la charcuterie française, de Paris à New York. Leur création, non seulement démente, témoigne d'une ouverture d'esprit et d'avant-gardisme dans un milieu des métiers de bouche parfois old school. Avec Gilles et Nicolas, nous avons parlé de collections saisonnières, de Saint-Étienne et de Banini en croûte. Bonne écoute! Bonjour Gilles, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à toutes. Avec ce comptoir Véraud au food court des Galeries Lafayette, qui est le premier endroit en France où on peut déguster vos créations sur place. Donc c'est le cas déjà à New York et à Toronto, où vous avez des bars à charcuterie, mais c'était pas le cas à Paris, où vous avez que des boutiques de vente à emporter. Comment vous avez imaginé ce lieu justement pour la dégustation sur place ? Dans un premier temps, il faut bien comprendre que le métier d'artisan charcutier est vraiment différent de celui de cuisinier. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur du commerce de proximité, commerce de détail. Et donc, comme tu le rappelais, faire de la vente sur place, au départ, c'est pas notre cœur de métier. D'ailleurs, ce qu'on fait à l'étranger, à Toronto, Londres, New York, comme tu l'as rappelé, on le fait avec un chef cuisinier, on le fait avec Daniel Boulu dans un restaurant. Donc notamment dans les bars Boulu. Ce qu'on a essayé de proposer au comptoir Véraud Galerie Lafayette Champs-Élysées, c'est vraiment une offre charcutière, parce qu'on est charcutier, une offre charcutière un peu plus justement cuisinée, avec un twist qui va nous permettre de réinterpréter nos produits et de les retrouver sur place pour un service du midi, du soir, à toute heure de la journée. Donc on trouve en priorité, c'est les produits comme les pâtés en croûte, les feuilletés, les salades même que vous proposez façon traiteur. C'est un endroit un peu mixte, hein, en fait, un food court pour nous, c'est par rapport à nos magasins. Donc c'est différent d'un magasin, c'est différent d'un restaurant bien sûr, et il faut comprendre un petit peu comment les gens qui viennent déguster, comment ils veulent manger en fait, parce que le produit on sait que voilà, il a un certain succès, mais par contre ce qui est pas évident, c'est de comprendre comment dans un food court les gens veulent manger et qu'est-ce qui les attire. Est-ce que c'est un rayon comme on a l'habitude de le faire dans nos magasins? Non, pas du tout en fait. Donc il faut un peu se réinventer de nouveaux codes pour que les gens soient attirés pour déguster sur place. Et qu'est-ce que vous avez changé alors par rapport à vos boutiques? Alors déjà, on présente un maximum de terrines déjà tranchées, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres boutiques, parce que traditionnellement, les gens qui viennent dans une charcuterie veulent qu'on coupe la tranche en direct. Là, ils l'ont, en fait, ça leur donne l'idée, et ils vont l'accompagner d'une salade, donc qu'on leur propose sur le comptoir, d'une salade ou ça peut être une pâtisserie salée chaude aussi, qui va être accompagné d'une petite salade verte, voilà. Avec une gamme aussi de cuisine, un plat très traditionnel en général, assez identifiable. Là, je sais pas, quand il fera froid, ce sera genre une blanquette de veau, tu vois, c'est quelque chose de très connu. Et voilà, c'est un peu ce mix entre une manière différente de présenter nos produits, et puis surtout une gamme très courte par rapport à nos magasins qui sont quand même assez fournis d'habitude, même s'ils font que 30 mètres carrés. Là, on a encore moins, et donc il faut une gamme très courte, resserrée,
Et donc, il faut qu'elle soit bien sélectionnée. Donc la charcuterie n'a jamais été aussi populaire et si on voit des tranches de pâté en croûte dans les magazines féminins aujourd'hui, vous y êtes pour quelque chose. Comment expliquez-vous cet engouement pour la charcuterie, ce nouvel engouement pour la charcuterie? Peut-être parce que la charcuterie et le savoir-faire charcutier, c'est un savoir-faire qui a tardé peut-être un peu à se mettre en valeur, à se mettre en avant. Si on regarde les cuisiniers, on pourrait remonter ça à Monsieur Paul Bocuse, qui a vraiment réussi à faire sortir les cuisiniers de leur cuisine et à mettre la cuisine sur le devant de la scène. La pâtisserie, c'est plus récent, mais en tout cas, on est en plein dedans. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, parce que la pâtisserie, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, mais on se met 20, 30 ans en arrière, c'est pas du tout la même chose. Et nous, on essaye un peu de rattraper notre retard. Et c'est pas que de la com, en fait, hein. C'est vraiment, nous, notre objectif, c'est de dire aux gens, regardez, la charcuterie, c'est pas vraiment ce que vous croyez. Déjà, il y a une vraie méconnaissance sur qu'est-ce que la charcuterie. Je me suis rendu compte, il y a combien de personnes, quand on dit qu'on est charcutier, ils pensent qu'on est boucher. Alors explique-nous. Alors, la boucherie et la charcuterie, qu'est-ce que tu entends? c'est deux métiers, on va dire, complémentaires, comme la pâtisserie et la boulangerie, mais c'est pas la même chose. La boucherie, de façon très schématique, hein, on va travailler avec des viandes crues qu'on va désosser et sélectionner, préparer pour que d'une carcasse, on ait un beau morceau de viande à manger, à déguster. La charcuterie, ça veut dire quoi? Ça vient de chair cuite. Donc déjà, cru, cuit. Alors, je vais passer les détails, par exemple, d'un saucisson sec, hein, qui est tout à fait un produit charcutier, mais on va me dire, oui, mais il n'y a pas de cuisson. La salaison est une autre transformation qui est acceptée en charcuterie. Mais voilà, il y a, en fait, en charcuterie, il y a tout un savoir-faire, et ce savoir-faire est pendant un peu de temps, un peu trop longtemps resté aux oubliettes. Et nous, on essaye avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls, on essaye de le remontrer et de dire, vous voyez, on peut faire des choses vraiment géniales avec le savoir-faire charcutier. Je pense par exemple à un produit comme le jambon persillé. Alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire charcuterie égale gras. Regardez le jambon persillé, c'est un produit, c'est vert, c'est super frais aussi. On fait des terrines d'été, mais je pense qu'on va en parler après, qui sont extrêmement fraîches, extrêmement légères. On peut penser charcuterie plus végétale, on peut penser également charcuterie champ cochon. En fait, on essaye de se sortir des lorgnières qu'on a pu se mettre avant et de montrer aux gens toute l'étendue du métier. Alors pour comprendre ce que vous faites aujourd'hui, je voulais revenir quand même sur l'historique de la Maison Véro. Donc vous n'avez pas suivi la tendance parce que ça fait 90 ans qu'on est charcutier dans la famille. Oui, c'est vrai, ça fait presque bientôt 100 ans. C'était en 1930. Alors en fait, c'est la première boutique ouverte par mes grands-parents à Saint-Étienne. Toute petite boutique, hein, ils étaient tous les deux bien sûr. Mes arrière-grands-parents étaient paysans, donc voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et donc leur première boutique était minuscule. Et après la guerre, je crois en 47, oui c'est ça, 47, ils ont acheté une maison qui était déjà beaucoup plus importante dans le cœur de Saint-Étienne, en plein centre-ville, qui s'appelait David. Et il y avait déjà quelques salariés, étaient très réputés. Et ils l'ont repris, et comme ils étaient très courageux, très talentueux et ambitieux, ils en ont fait un peu une institution, ils l'ont agrandi, et puis après ils ont invité leur fils à travailler avec eux, donc mon père et mon oncle, et leur femme, donc ma maman et ma tante. Et ensemble, ils ont fait donc les générations. Ils n'ont pas beaucoup travaillé ensemble parce que mon grand-père est décédé quand même assez tôt, mais rapidement après les fils ont pris les fils et les belles-filles ont pris la suite jusqu'à en faire une vraie institution. Donc en fait, à Saint-Étienne, c'était réputé pour être le charcutier, le traiteur, l'épicier, mais aussi on faisait son marché. En fait, il y avait du poisson, il y avait donc c'était les grandes années de la Maison Véro à Saint-Étienne. Il y avait une grande cave aussi. Et donc moi, naturellement, enfin très rapidement, j'ai souhaité faire ce métier parce que je pense que c'était à 11 ans déjà. 11 ans, ouais. Tu savais que tu voulais faire ça. Ouais. Et mais je crois que c'était surtout l'idée d'héritage, c'est-à-dire que j'étais le seul garçon fils de Pierre et Denise. J'avais un cousin germain aussi, mais qui s'était destiné plutôt au commerce. Et j'étais le seul garçon, un peu l'héritier. C'était une famille un peu avec des habitudes peut-être un peu macho, donc forcément c'était le garçon qui devait prendre la suite. Et donc rapidement, je me suis dit bah voilà, j'ai une mission, c'est
c'est reprendre la maison Véro et donc forcément pour reprendre la maison Véro, il fallait que je sois charcutier. C'était plus facile pour moi. Et toi, Nicolas, c'était pas une évidence chez toi parce que tu as fait des études de droit et de commerce. Qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre la maison familiale? En fait, c'était pas une évidence parce que faut bien se rendre compte que quand on est même au début des années 2000, on est le fils du charcutier, et quand on dit que ses parents sont charcutiers, enfin quand on disait à l'époque que ses parents sont charcutiers, on passait pas les meilleures années de collège de sa vie à cause de ça. C'est une vérité, et c'est ça qui m'a au début un peu éloigné de la chose. Et puis en fait, je me suis fait mon idée par moi-même. Et à l'âge de 19 ans, alors que ça me trottait déjà dans la tête, à l'âge de 19 ans, je l'ai exprimé à mes parents. Donc à un dîner, on était tous les trois, et je leur ai exprimé mon souhait, et ils m'ont dit le souhait de les rejoindre. Et ils m'ont dit OK, mais tu finis tes études, tu fais ce que tu as à faire avant, et tu nous rejoins. Donc il s'est passé un peu plus de 6 ans entre le moment où j'ai exprimé le souhait de les rejoindre et le moment où je les ai vraiment rejoints. C'était il y a à peu près 2 ans. T'as eu le temps de mûrir ton choix et d'en être sûr. Oui, d'y penser tous les jours, d'avoir plein d'idées. De toute façon, même avant d'entrer à la maison Véro, dans l'entreprise, c'était le sujet de conversation quotidien. Mais vraiment quotidien, même quand j'étais pas dans la même ville, même quand j'étais pas dans le même pays. On en parlait. Aujourd'hui, c'est normal qu'on en parle tout le temps, mais on en parlait tout le temps. Tes parents donc avaient cette charcuterie, célèbre charcuterie de Saint-Étienne, cette institution. T'es venu te faire ton apprentissage à Paris où t'as rencontré ta femme dans l'arrière-boutique de ses parents. Presque ça. Pas très sympa pour ma mère. C'est un peu la vérité. En fait, non, la vérité, c'est que je suis arrivé un lundi soir à Paris avec mon gros sac provincial, et j'étais logé par mes nouveaux employeurs, donc en l'occurrence mes futurs beaux-parents. Et donc j'avais rendez-vous avec eux à 18h, je crois, et à 18h, j'ai sonné à la porte, et c'est Catherine qui m'a ouvert. Et j'ai eu un grand sourire, tout ça. Donc forcément, elle m'a fait un grand sourire. Et donc voilà, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Et voilà, on est devenus amis très rapidement en tout cas. Amis, amants, et ensuite vous décidez d'ouvrir votre charcuterie et pas de reprendre la boutique des parents, ni d'un côté ni de l'autre. Ils l'ont pris comment? Bien, pas bien à Saint-Étienne surtout. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, c'était, moi j'avais terminé ma formation. Et donc on était en 1989, après mon armée, service militaire. J'ai attendu Catherine 1 an parce qu'on était juste fiancés. Elle m'a rejoint en 90 pour travailler à Saint-Étienne également. Donc l'idée c'était vraiment de continuer cette entreprise en fait avec peut-être pendant quelques années avec mon père. Et puis voilà, rapidement il y avait peut-être un problème de génération, de conflit de génération, même si c'est resté quand même je dirais très ça s'est plutôt bien passé quand même. On s'est pas fâché, mais on avait l'impression que la ville allait pas vraiment dans le bon sens et qu'on allait pas pouvoir s'exprimer. Et on était ambitieux, on était à fond dynamique et tout, et donc voilà, on est revenu à Paris rapidement. Et donc là, ça s'est pas bien passé avec mon père parce qu'il a plutôt mal vécu, et ça a été un peu long pour qu'il comprenne en fait. Il a compris quand on a acheté notre première boutique, parce que pendant 6 ans, effectivement, on est allé travailler chez les parents de Catherine, et donc là, il a pas bien pris, je pense. Mais maintenant, il sait que c'était bien, quoi. C'était notre choix, et puis voilà, il est mort depuis longtemps, mais en tout cas, dès qu'il nous a vus dans notre petit magasin rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e, il a vu que voilà, on se battait comme des lions, et que on pouvait pas forcément se payer de salaire au début. Ben il s'est dit ouais, c'est bien, allez-y, je vous soutiens, et il m'a dit surtout paye tes fournisseurs, et puis voilà. Et c'était un besoin de t'affirmer, de s'installer tous les deux avec Catherine? Oui, complètement. Je crois qu'en fait, on était fait pour être chez nous, pour être. Alors, on avait pris l'entreprise peut-être la plus petite, la plus vétuste qu'on avait visitée, mais c'était celle-là. C'était pas un autre. C'était un coup de cœur. Mais on savait pas que ça allait être un quartier génial. Mais par contre,
c'était une évidence, quoi. C'était celle-là, pas une autre. Donc c'est la boutique de la rue Notre-Dame-des-Champs. Ouais, c'est ça. Qui existe. Qui encore, existe toujours. le QG de la maison. C'est toujours la maison mère. Ouais. Et dès le début, ton leitmotiv, ça a toujours été de privilégier quand même, une forte qualité, un sourcing rigoureux, des méthodes artisanales. C'était pas trop la mode à l'époque, pourtant. C'est pas la mode, et puis c'était surtout pas du tout les habitudes des professionnels de mon environnement, les gens que je fréquentais. Donc ça voulait dire que, par exemple, acheter du cochon de super qualité à proximité de Paris, le comptable il me disait mais il y a un problème, ça va pas. Enfin tous vos collègues ils ont des rendements bien meilleurs que vous, donc ça veut dire que vous payez trop cher votre viande. Je dis oui peut-être, mais c'est la meilleure. Donc et donc pendant des années je savais pas, mais Catherine me disait t'es sûr, elle m'a fait confiance. Puis après je crois qu'il y a eu la première crise alimentaire, la vache folle. Et là on s'est dit bon c'est pas le cochon mais quand même c'est grave ce qui se passe. Donc on a été assez rassurés par rapport à notre choix, en tout cas, même si cette crise était assez affreuse. On a été rassurés par rapport à notre choix, et voilà. Et puis depuis maintenant il est évident que tous les gens sont au courant, veulent connaître les origines évidemment, mais c'est juste T'avais une intuition à l'époque, c'était important pour toi? C'était important parce que je voulais être fier et je voulais offrir le meilleur. Donc pour offrir le meilleur, il fallait partir du meilleur. Donc une fois que je suis ça s'est appelé Véro, vraiment Gilles et Catherine, j'ai pu choisir, et là je me suis dit faut que j'aille chercher ce cochon là dans le Perche, et ce sera pas un autre. Et ça a commencé avec le cochon, puis après avec la volaille, avec les légumes, avec les poissons aussi quand je fais de la cuisine. Ouais, aujourd'hui, je suis assez content que c'était pas une erreur. Ah oui, non. Puis Catherine est contente aussi. Et très vite, t'as continué à te poser des questions, tu t'es inspiré des collections de mode et de pâtisserie pour lancer des collections printemps-été et automne-hiver. C'est la pâtisserie qui t'a inspiré? C'est la pâtisserie. Oui, parce qu'en fait, en cuisine, il est évident que il y avait toujours une cuisine de saison. On changeait de carte bien sûr toutes les saisons. En charcuterie jamais. Et en pâtisserie, Pierre Hermé était un des premiers à le faire il y a 20 ans à peu près. Il est arrivé, je pense, 1 an après nous dans le quartier, donc il avait déjà ouvert au Japon. Et je suis heureux de dire que c'est certainement Pierre Hermé qui m'a incité à créer. C'est pas lui qui me l'a dit, mais en tout cas c'est moi qui me suis inspiré de son travail. Tu t'es dit tiens, faut faire la même chose bah oui. dans la charcuterie. Oui, parce que je partais déjà d'un principe que au mois d'août, au mois de juillet, et puis tout l'été, j'avais pas forcément envie de manger du pâté de campagne, du fromage de tête, bien que c'est très bon, mais j'avais envie de manger quelque chose de différent. Donc il fallait déjà travailler d'autres viandes peut-être que le cochon, d'autres formats, et puis surtout ajouter beaucoup de légumes. Et c'est là qu'on a commencé à faire cette première carte printemps-été, je pense en l'an 2000 ou 2001, je sais plus. Et puis après la carte automne-hiver est venue facilement la rejoindre. Mais aujourd'hui c'est très attendu, c'est très demandé. On travaille beaucoup sur l'esthétisme aussi de ces terrines-là. Sur évidemment. Les couleurs, ouais, bien sûr. La verdure. Bien sûr, mais le goût reste avant tout la priorité. C'est-à-dire que le goût passera toujours avant tout. Et donc, quelle est la tendance pour cet automne-hiver? On aime bien faire non, on va pas tout dire, mais on aime bien faire des petites références régionales. Là, pour ceux qui sont un peu de l'est, est au sens très large du terme, on va faire une petite référence avec un bake-off réinterprété. Ensuite, on va travailler également avec les épices Nomi sur un produit. Secret. Vous verrez, c'est pour bientôt. Et puis ensuite, on a également des grands classiques sur l'automne-hiver. L'oreiller de la Belle Aurore en est un. Certes, c'est pas une nouveauté vu qu'il date du 19e siècle, mais nous on l'intègre vraiment à cette collection automne-hiver.
C'est un pâté exceptionnel. C'est pour nous aujourd'hui un des moments très très forts de notre année. Bien sûr, les fêtes de Noël le sont. On a un produit qui est la tourte de Noël, qui est absolument, enfin personnellement, j'aime beaucoup. Mais l'oreiller, c'est un moment à part en fait. C'est un moment à part où toutes les personnes qui justement aiment le savoir-faire charcutier se retrouvent 4 week-ends dans l'année, pas plus. Et ils se font ce plaisir. Donc parce que c'est vraiment un plaisir. Ça commence fin septembre, c'est ça? Dernier week-end de septembre, dernier week-end d'octobre, dernier week-end de novembre, dernier week-end de janvier. En fait, c'est tous les derniers week-ends de septembre à janvier, sauf décembre. Parce que le 26-27 décembre, on a envie quand même de manger un peu plus light et pas nécessairement un oreiller de la Belle Aurore. Et donc, l'oreiller de la Belle Aurore, il y a combien de... Il y a une dizaine de viandes en règle truffe, générale. Du foie gras... c'est un truc mix de fou. Exactement. En fait, c'est un mix entre viande fermière et surtout gibier. L'esprit oreiller de la Belle Aurore, c'est le gibier, vraiment. Donc minimum 5 gibiers, c'est selon les arrivages bien sûr. Enfin, c'est un retour de chasse, donc on n'est pas maître de ça. Mais minimum 5 et en règle générale, on est plutôt sur du 6-7. Tu parlais de charcuterie en tout cas plus verte avec des végétaux. T'as assez vite milité aussi pour moins de gras, une charcuterie plus clean avec moins ou pas de nitrite, une charcuterie sans cochon aussi. C'est audacieux. C'est pareil. T'as eu envie de faire évoluer ta discipline. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de moyens de s'exprimer en incluant dans la charcuterie le poulet, le canard, l'agneau, le bœuf. Et en fait, c'est là où on a compris qu'en fait notre charcuterie devenait cuisinée, parce que avant on trouvait souvent des pressés de volaille, enfin voilà, dans un restaurant, pas forcément en charcuterie. Et donc, je crois que j'ai commencé à peu près il y a 15 ans, mais c'est la carte printemps-été des années 2000 qui a commencé à me faire réfléchir à ça. Donc, pourquoi on fait de la charcuterie avec du cochon? Parce que c'est l'animal qui s'y prête le mieux, qui a le gras le plus intéressant, le plus riche, le meilleur pour faire de la charcuterie traditionnelle comme une terrine ou un pâté comme on le connaît. Par contre, si tu veux faire ce même genre de terrine avec du veau, avec du bœuf, voilà, ça sera très différent parce que le gras ne sera pas aussi intéressant. Donc, pour faire une autre charcuterie, il fallait d'autres viandes, tout simplement. Puis d'autres couleurs, d'autres saveurs. Et puis aussi, la charcuterie est pas forcément dédiée qu'aux gens qui veulent manger du cochon. Donc aujourd'hui, je trouvais que c'était dommage de se limiter. Et voilà. Donc c'est l'expérience aussi avec les États-Unis où j'ai appris à faire de pastrami, pardon. J'ai oublié le pastrami. Le pastrami, et voilà. Et à l'origine, c'est une charcuterie de l'Europe de l'Est, et c'est pas du tout fait pour des gens qui aiment le cochon. Donc, je trouve ça génial. Et avant, c'est des charcuteries dont je me serais vraiment éloigné. Et maintenant, je trouve qu'elles ont complètement leur place chez nous. C'est pas des choses que tu avais appris dans ton apprentissage et qui étaient dans les coutumes françaises? Non, si tu voulais dire quelque chose. En fait, ce que je trouve, ce que j'aime, c'est très étrange de dire ça, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est très prétentieux, mais en tout cas, l'approche que j'apprécie, c'est de se dire que on va essayer de twister parfois un produit. Je peux penser par exemple à la rillette, produit traditionnel, qu'elle soit du Mans, qu'elle soit de Tours, c'est un produit que j'adore. On a fait une rillette thaï avec du poulet. Elle est trop bonne celle-là. Elle est pas mal du tout. Enfin, en tout cas, on l'aime bien. Et en fait, on a un peu déconstruit la rillette en se demandant qu'est-ce qu'une rillette, et puis on l'a encore une fois, ça fait un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais on l'a un peu pas réinventé, mais revisité, en la faisant plus légère, en faisant découvrir ce produit à des gens qui n'étaient pas normalement la clientèle type de la rillette. Et ça, je pense que pour nous, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. On a déjà fait des gros événements, des gros festivals de food, de gastronomie, pardon, et de voir des gens qui sont pas la clientèle type de la charcuterie
ou du produit charcutier en règle générale, venir manger de la rillette thaï. Faire la queue pour et la faire la rillette queue thaï. pour. Et ben pour nous c'est vraiment la plus grande des fiertés, la plus grande des satisfactions qu'on puisse avoir, parce qu'on se dit tiens, ces gens-là on leur fait découvrir notre savoir-faire, et ça c'est génial. Oui, des gens qui seraient pas venus, comme tu dis, naturellement. Et tu parlais de New York tout à l'heure. Donc celui qui a fait connaître la charcuterie française à New York, ça, c'était assez méconnu avant que tu rencontres Daniel Boulud. C'est méconnu, oui, parce qu'en fait, il y avait, je dirais, la charcuterie espagnole, italienne, et la charcuterie française était présente dans les rayons des food market, ou je sais pas comment on appelle ça, mais des petits supermarchés de Manhattan. Et donc premier voyage, bien sûr, rencontre avec Daniel Boulud. C'était en quelle année? Alors 2004. On l'avait rencontré à Paris quelques semaines avant, et rapidement on avait décidé de venir le voir, parce qu'il avait déjà ce projet de faire rentrer la charcuterie, mais il savait pas à qui s'adresser. Donc on va le voir à New York, je crois que c'était en novembre. Et un coup de cœur pour la ville, bien sûr, pour l'homme aussi, et enfin un coup de cœur réciproque. Et donc rapidement on se dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est extraordinaire et tout. Donc nous évidemment on n'avait pas les moyens d'investir quelque chose à New York. Daniel lui avait les moyens d'ouvrir un restaurant dédié à la charcuterie. Et je crois que c'est peut-être la rencontre qui a le plus changé notre vie professionnelle. C'est un tournant en fait dans notre vie, et un tournant médiatique, ouais, un tournant médiatique, mais après ça nous a ouvert aussi beaucoup de ça a changé notre vision aussi, peut-être, de rentrer dans un restaurant, notre vision de la charcuterie. Et c'est là, à partir de là, où il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées. Donc même si dans les années fin des années 90, rapidement on a essayé de ne pas travailler comme on avait eu l'habitude de le faire avant. Début des années 2000, on lance les cartes saisonnières, et après vraiment c'est le début à New York, dans un restaurant avec beaucoup de succès, et puis toute la charcuterie était faite, enfin elle est toujours faite sur place par le chef charcutier qui est notre que vous avez notre formé. élève. Ouais. Vous avez formé, et Ouais. tu m'avais expliqué que tu avais été là-bas aussi faire du sourcing pour chercher des ça, produits. C'était pas facile, mais aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup de très beaux fermiers autour de New York et dans plein d'autres États, évidemment, et donc de petites fermes, et on trouve vraiment très très facilement. Avant, ils venaient d'assez loin, ils venaient du Missouri, donc c'était un peu loin. On avait, je crois, au moins 2 jours avant de recevoir les cochons. Mais par contre, la qualité était exceptionnelle. Maintenant, on va beaucoup moins loin, et dans l'État de New York, on a des fermiers avec qui on travaille. Et ta passion pour le pâté en croûte, c'est venu comment? Bah, je suis stéphanois. Donc c'est juste naturel, c'est-à-dire que j'ai appris mon métier aussi à Lyon. Je suis parti en apprentissage à Lyon. Donc le pâté en croûte, c'était je dirais peut-être un des produits les plus appréciés, les plus consommés dans ma région d'origine. Par contre, je suis arrivé à Paris, effectivement, le pâté croûte, c'était pas grand-chose en 1985. Tu dis pâté croûte, toi? Je dis, je sais pas, j'ai dit pâté croûte là. T'as dit pâté croûte, je crois. Voilà. Je dis les deux, mais il faut dire pâté croûte, c'est bien. Non, les Lyonnais, ils sont un peu trop, comment dire, chauvin. Ouais, ils veulent pas qu'on dise pâté en croûte, mais s'en fout. Ce qui a d'important, c'est que ça soit bon. Mais ouais, à Paris, c'est vrai que c'était beaucoup moins populaire. Donc j'ai pris un petit peu le train en marche, comme on dit. Donc le premier magasin, quand on l'a ouvert, évidemment, on n'était pas nombreux, on était seul avec un second en cuisine dans l'atelier, et Catherine avec une vendeuse, et forcément peut-être si on faisait je sais pas un pâté en croûte par jour, c'était le maximum. Aujourd'hui c'est un petit peu changé. Vous en vendez combien aujourd'hui? Vous en faites combien? Il y a plusieurs magasins, donc ouais. Voilà, on peut pas trop comparer, c'est sûr, c'est beaucoup, mais par contre il y a un vrai changement. C'est pas dû au co-développement de la Maison Véro, mais il y a un vrai changement. C'est-à-dire que je pense que entre le moment où le pâté en croûte est passé de produit apprécié d'une manière classique, et puis folie pâté croûte,
les ventes se sont multipliées par 3-4, mais pas que nous, hein. C'est l'ensemble partout, les cuisiniers aussi, bien sûr, les charcutiers, partout. Oui, puis il y a eu le concours aussi qui s'est monté, qui a aidé sans doute à la popularisation de ce produit. Le concours, oui, il a débuté en 2009, je crois. 2009, et moi je l'ai fait 2 fois. Une fois en 2010, sans rien avoir, et en 2011, en finissant 2e. Et puis voilà. Puis après, j'ai pas voulu le refaire parce que en fait, je le faisais bien sûr pour être premier. Vice-champion, c'était déjà pas mal. Non, mais l'idée c'était surtout de faire un pâté en croûte, une recette qui soit la même pour le concours et pour la boutique. Donc la semaine d'après, la recette était en vente et depuis, elle est toujours à la carte. Oui, on peut toujours la déguster. On peut la déguster là d'ailleurs. Oui, il est là. Je crois qu'il y en a qui. C'est volaille et foie gras. Cochon fermier, farce gourmande de cochon, volaille jaune et foie gras. Combien de pâtés en croûte dans la gamme aujourd'hui, tous les jours? En règle générale, on est à 4-5, mais en fait, la grande force aussi de l'artisanat, c'est de se dire que si demain on a envie d'en faire un nouveau, qu'un cela le tienne, c'est parti, il y en a un nouveau, quoi. On peut être très flexible, mais on va retrouver le classique. Le classique chez Véro, ça va être vraiment... j'ai pas envie de parler d'entrée de gamme ou quoi que ce soit. On va dire que ça va être le premier pâté en croûte qu'on va pouvoir goûter. C'est le houdon. Donc volaille, cochon, pistache. Ensuite, on va avoir canard olive de Kalamata, donc canard, olive de Kalamata et cochon. Canard figue foie gras. Canard figue foie gras. On n'est pas très compliqué pour les noms. Le vice-champion, qui a un nom un peu plus élaboré, donc dont on vient de donner la composition. Et puis, bien sûr, on a fait le banh mi aussi, banh mi en croûte avec Céline et Julien Pham, qui est un produit qui nous a beaucoup intéressés et en plus qui nous a permis de progresser aussi. C'était difficile. De travailler sur cette recette, ça a été. Non, parce qu'avec Céline et Julien, ça se passe super bien. Donc. Non, mais difficile dans le sens, il a fallu la peaufiner. Il y a eu 3 allers-retours. 3 allers-retours. Pas des allers-retours de mail, mais 3 visites, 3 séances de travail communes à notre atelier où on fabrique tous nos produits, bien sûr. 3 fois Céline est venue. Première fois c'était 3 sur 10, deuxième fois c'était 6 sur 10. Troisième fois c'est ce que vous avez en boutique. Et donc on peut le déguster ici en exclusivité. Alors on l'a pas ce soir, mais par contre mais voilà, parce qu'en fait on le fabrique le mercredi, donc vous l'avez dès le jeudi. D'accord. Parce que on a pour fin de semaine. Exactement, on a rapidement évoqué la question des nitrites et des conservateurs en charcuterie. Bien sûr, il n'y a pas de sel nitrité dans le banh mi et dans les pâtés croûtes. Donc, plus faible durée de conservation. Mais en tout cas, cette collaboration aussi fait penser à l'univers de la mode. Enfin, c'est rigolo de voir les points communs à la fois sur les collections, sur ces collaborations, et ce genre d'exercice, ça vous permet de vous renouveler aussi. Certes, on peut se dire une collaboration, ça fait penser à la mode, ça fait penser à plein d'autres types d'entreprises qui sont très établies. Mais nous, avant ça, on n'en avait jamais fait. Et la maison Véro, il y a bien marqué charcutier depuis 1930. Donc, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents et moi, avant ça, on n'avait jamais fait de collaboration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment eu une démarche derrière. Pour nous, la rencontre des femmes, ça a été quelque chose de fort. J'espère que pour eux, c'était pareil. Non, pour nous, la rencontre des femmes, ça a vraiment été quelque chose de fort. Et on s'est dit, mais tiens, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et si on faisait quelque chose? Et ce quelque chose, on est vite tombé sur l'idée c'est une évidence, qu'il fallait que ça soit un pâté en croûte. Et après un peu de travail de l'année de banh mi. Concernant les collections, oui, c'est du vocabulaire. Donc avant on appelait ça carte, maintenant on appelle ça collection. Ce qui compte, le vrai intérêt de la collection, c'est les produits. C'est l'oreiller de la Belle Aurore, c'est la tour de Noël, c'est le bake-off de cet hiver. C'est vraiment ça plutôt que les mots. Comme quoi on peut être une entreprise séculaire et en même temps moderne. On essaye. Et quelle est la création dont vous êtes le plus fier? Il y en a une qui est très très particulière parce que j'y croyais pas du tout en fait. C'est Catherine, ma femme, qui l'a imaginé. Et comme c'était trop compliqué, je lui dis ça va pas, ça marchera jamais, c'est nul. Non, je lui ai pas dit ça, mais
je lui ai dit ça marchera pas parce qu'en fait t'as trop de choses différentes et l'idée c'était d'avoir une terrine qui utilise tous les morceaux du cochon, mais aussi toutes les recettes très classiques de la charcuterie. Puis voilà, puis un jour j'étais un peu vexé de pas pouvoir y arriver, donc j'ai fait des essais et j'ai sorti une grosse terrine qui est la plus grosse de nos terrines, qu'on appelle le cochon de la tête aux pieds, qui est un mélange, un montage en fait de plusieurs couches, donc de fromage de tête, de jambonneau, de saucisson, de boudin noir, et j'oublie l'andouille aussi, avec des couches des ingrédients qui vont bien avec, la pomme, les confits d'échalotes, et puis j'oublie certainement quelque chose. Et donc le cochon de la tête aux pieds était né. Et voilà, c'était peut-être c'est une des plus comment dire, celle qui a eu l'histoire la plus symbolique de notre maison. Donc je l'aime particulièrement. Et puis c'est une tranche qu'on ne peut manger qu'à 4 en fait, parce qu'elle est tellement grosse que c'est même pas pour à 2 c'est pas assez quoi. Donc faut avoir un couple de copains et puis faut la déguster à 4, c'est plutôt sympa. Après c'est toujours un peu la dernière quoi, c'est-à-dire les prochaines qui vont arriver, une dont on n'a pas parlé Nicolas, mais dont je vous parlerai pas non plus ce soir, qui arrive début octobre. Donc voilà, peut-être c'est la prochaine en tout cas. L'art du teasing. C'est ça. Bon, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est le questionnaire aller-retour. Donc c'est une interview dans l'interview. Oui, voilà, vous répondez chacun votre tour. Ouais, votre âge? 53 ans. 26. Votre signe astrologique? Cancer. Poisson. Votre plat signature? Un pitivier. Et toi, Nicolas? Ça, c'est méchant parce que tu me l'as pris. Alors, je dirais une tourte, mais on sait que c'est un peu la même chose. Allez, votre plat préféré à manger cette fois-ci? Un abat dans le veau, le rognon, le foie de veau. Quelque chose avec un bon magret de canard, mais globalement, je suis assez changeant. Le chef ou le charcutier que vous admirez le plus? Je dirais Daniel Boulu parce que c'est lui qui m'a amené beaucoup de générosité, d'enthousiasme à tous les niveaux. Donc moi je dirais alors c'est pas trop ma génération, mais je dirais Pierre Gagnard. Parce que c'est quelqu'un qui a su passer par des moments très difficiles et puis toujours être novateur, toujours être pardon. Et qui est stéphanois. qui est stéphanois. Mais après, on n'est pas sectaire. Hein. Mais oui, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration. Votre ingrédient préféré? La tête de cochon. Moi, j'aime beaucoup le foie gras. Et en charcuterie, je pense que la charcuterie, si un jour on devait arrêter le foie gras, la charcuterie, on serait vraiment orpheline parce que ça se déguste pas que qu'en terrine. On l'utilise vraiment partout et c'est vraiment très, très, très bon. Et votre ingrédient détesté? Moi, je dirais le lapin, parce que le lapin, je trouve que le ratio plaisir, non là je me confie parce que j'ai jamais dit ça, mais le ratio plaisir de manger du lapin par rapport au ratio préparation des ossages et tout, il est très très faible, très très faible. Votre ustensile fétiche? Le dernier couteau que j'ai acheté au Japon, parce que voilà, c'est toujours la chose que je ramène toujours forcément. La pince à chiqueté, il y a peu de gens, je pense, qui connaissent ce que c'est. C'est ce qu'on utilise pour pincer deux pâtes entre elles. Et ça a une grande importance sur le pâté croûte. Ah oui, pour faire les jolis décors. Et surtout pour souder les pâtes entre elles, pour pas avoir de la viande qui part un peu partout une fois que c'est sorti du four. Exactement. Votre dernier meilleur repas? Ça devait être chez des amis, chez des amis qui sont parfois plus connaisseurs que moi, tellement ils en connaissent sur la gastronomie. Et donc il met pas en fait elle est iranienne et donc elle me fait des salades à chaque fois qui sont à tomber et je prends des leçons dans les légumes, j'adore. C'est un peu ma coach en salade. Mon dernier meilleur repas. Le problème, c'est que je reviens de vacances d'été dans un pays où, justement, j'étais dans un pays où j'ai pas du tout aimé la gastronomie là-bas, je le confesse. Un très beau pays. Donc mon dernier repas préféré, il remonte à avant, en juillet. Et en juillet, je suis allé chez Tontine. Et c'était mon dernier repas avant de partir aux Philippines.
Je suis désolé pour les Philippins. Et c'était Céline. Donc ça, c'est ma valeur sûre. Quel est le lieu que vous auriez aimé ouvrir? Que j'espère ouvrir un jour, une charcuterie sans rien d'autre que de la charcuterie. Une vraie charcuterie, c'est-à-dire que il y aura rien d'autre, il y aura pas de cuisine, pas de. Aujourd'hui, c'est pas le cas dans nos boutiques, donc une charcuterie qu'avec de la charcuterie. Et toi, Nicolas? Moi, c'est un peu plus nostalgique. J'aimerais, je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais la Maison Véro de Saint-Étienne. Moi, j'adorerais, en clin d'œil à l'histoire, faire quelque chose à Saint-Étienne. Je connais pas la forme, j'en sais rien, mais c'est un truc qui, au-delà du côté entreprise, me toucherait énormément. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait? Ça me rappelle la terrine que je mangeais quand j'étais, ou la terrine de mon grand-père. Enfin voilà, c'est toujours bête, mais enfin c'est pas bête d'abord, mais ça touche beaucoup parce que ça, on atteint vraiment le plaisir chez les gens, le souvenir. Moi, je l'ai pris comme un compliment. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais un jour, je m'en souviens, on s'était un peu disputé avec ma copine. Je lui ai ramené du pâté. Tout de suite après, ça allait mieux. Et donc, je me suis dit que c'était une sorte de compliment que je prenais comme tel, et ça marche en tout cas. Ça marche aussi bien que les fleurs ou les chocolats. Et la pire critique? C'était au tout début, dans le 6e. Et je pense qu'on avait ouvert depuis une semaine. Et puis, il y avait un monsieur qui avait été très, très habitué à venir. Et Catherine le voit, elle lui dit, alors, ça vous a plu? Parce que c'est la première fois qu'il achetait chez nous. Il la regarde et puis il lui dit, oh, c'est le saucisson de Paris le plus gras que j'ai jamais mangé. Et donc, c'est très mal parti avec ce monsieur. Et Catherine était catastrophée. Donc, on était un peu en deuil le soir. Et en fait, après, il est devenu très bon client et ça a été cool. Mais au début, ouais, c'était un peu dur, ouais. Première semaine. Moi, je dirais que c'est les gens qui nous font comprendre. Ça arrive pas souvent, mais j'ai déjà entendu une ou deux fois ce genre de réflexion. C'est les gens qui nous font comprendre que pour eux, c'était quelconque, ce qu'ils avaient pu manger de chez nous. Ça arrive rarement, et c'est vrai que quand on nous dit oui, ouais, c'était du pâté, moi, en règle générale, ça me fait un peu mal. Mais c'est très très rare quand même. Je me souviens pas de la dernière fois. Bon, merci pour cet aller-retour. Donc, Gilles, t'as remporté plein de concours charcutiers, reçu plein de titres. Donc on parlait de celui de vice-champion du monde, de pâté en croûte en 2011. Il y a aussi le titre de charcutier de l'année, champion de France de fromage de tête aussi. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Oui, je dirais sans hésiter que c'était le titre de charcutier de l'année en 1999 pour le guide 2000. C'était Pudlowski à l'époque qui avait un guide qui était assez populaire, et il n'y avait jamais eu de charcutier nommé dans son guide. C'était un guide quand même de restaurant. Il commençait à mettre un petit peu d'artisans à l'intérieur. Et là, j'ai pris ça comme ça s'est passé au Pré-Cattelan avec Frédéric Anton qui était encore tout jeune. Et il y avait plein de chefs de l'année, plein d'artisans aussi qui sont devenus des gens incroyables. Et ouais, ça reste un grand souvenir. J'aimerais revenir sinon donc au côté transmission entre vous deux. Comment t'as réagi quand Nicolas il est venu te voir et il t'a dit qu'il voulait rejoindre l'aventure familiale? Pas bien? Non. Pourquoi? C'était pas ton rêve que ton fils? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'avais un mauvais souvenir. Donc je me disais peut-être ça s'est pas bien passé avec mon père, peut-être ça sera pareil. Et puis aussi parce que Nicolas avait passé son bac, il faisait des études de droit à Sas, et je me disais tiens, c'est étonnant, est-ce que c'est parce que il veut pas faire carrière dans le droit, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il est passionné par ce métier? Et donc j'ai attendu un petit peu qu'il en montre un peu plus. Mais au début, j'étais un petit peu j'ai pas sauté au plafond. Tu l'as fait patienter le temps de ses études? Oui, un peu, oui. Puis de toute façon, c'était le deal, hein, donc. Mais je pense que par contre, le jour où il a débuté, oui, ça restera un des plus grands jours un des meilleurs souvenirs de ma vie professionnelle, c'est sûr. Et donc tu lui as dit passe ton CAP charcutier d'abord. Non, il a passé son master et puis ses masters, je crois, t'en as deux, non, c'est ça.
Et quand il vous a rejoint, en tout cas. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, oui. Et puis avec toute cette expérience, sa jeune expérience, je dirais, dans d'autres domaines, il a commencé tout en bas dans la maison Véro, même s'il nous accompagne aussi dans tout ce qui est, je dirais, un peu entre guillemets développement de la maison. L'atelier, la fabrication des terrines, des pâtés, la création. Ça reste le cœur de notre métier et c'est là où il faut être au quotidien. Et Nicolas, voilà, et là 3 ou 4 jours par semaine à 5 heures du matin à l'atelier avec toute l'équipe pour d'abord pour apprendre et puis maintenant pour aussi pour être un acteur du métier de charcutier. Et donc ça me remplit de bonheur. T'as tenu bon en passant t'as passé ton CAP en candidat libre. On a fait ça à distance. Donc en commençant à 5 heures du matin, en mettant les mains dans le pâté. Oui, mais en fait, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on fait souvent une fixette sur 5 heures du matin. Bah, c'est comme ça. Hein. Il y a les boulangers, les pâtissiers, ils se lèvent encore plus tôt. C'est une fois qu'on a pris le rythme, c'est vraiment secondaire. Si, il y a un truc quand même qui est, enfin voilà, faut s'y faire au début, c'est faire le boudin à 5h30. Ça, c'est un truc. Le boudin noir, c'est du sang, hein, pour ceux qui l'ont oublié. Il faut goûter l'assaisonnement. Donc ça correspond à goûter du sang avec du sel et du poivre. Donc ça, c'est pas la partie la plus sexy du lever tôt. Mais non, pour le coup, le pli, on le prend très vite et de toute façon, si jamais j'avais eu du mal à prendre ce pli-là, ben il aurait fallu utiliser différemment mes autres diplômes. Et donc vous organisez comment? Vous répartissez les rôles? En fait, oui, de facto, il y a enfin, ce qui est génial, c'est qu'on est sur une transmission, mais une transmission longue et volontairement lente. C'est-à-dire, après, je suis curieux de savoir ce que t'en penses aussi, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais l'idée, c'est pas de se dire, tiens, Gilles Véro, il part dans 2 ans, et Catherine Véro, elle part ils partent pas du tout dans 2 ans, et moi, dans 2 ans, je serai aussi là. On est vraiment sur, on travaille ensemble, et on sait qu'on est sur un horizon au moins d'une dizaine d'années. Et petit à petit, je m'affirme, bien sûr, mais tout l'intérêt, c'est de se dire, allons puiser le meilleur de toutes les personnes dans l'entreprise, et notamment de lui et de moi, et de ma mère aussi. Donc toi, d'un côté, t'apprends le savoir-faire charcutier. Oui, alors l'apprentissage au sens dur du terme, c'était un peu plus, c'était il y a quelques temps maintenant. Mais de toute façon, tout le monde se perfectionne au quotidien. Alors moi, encore plus. Mais mon quotidien aujourd'hui, c'est pas que d'apprendre la charcuterie. C'est mon activité première et principale, certes, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, on se rend compte que savoir faire du jambon. Ce matin, je parle de jambon parce que ce matin, on faisait du jambon. Et savoir faire du jambon, connaître la recette. De toute façon, quand tout se passe bien, il n'y a jamais de problème. Enfin, on suit la chose et tout. C'est là où je me sers énormément de mon père. C'est pour tous ces petits aléas. C'est-à-dire que il y a le jambon, aujourd'hui, on l'a bien fait, il n'y a eu aucun problème. Mais pour le faire bien, par exemple, peut-être dans une semaine, peut-être qu'on aura un aléa. Et cet aléa-là, en fait, c'est des micro-décisions. Et ce qui fait la Maison Véro, c'est que sur toutes ces micro-décisions-là, on va dans le sens du produit, on va pas dans le sens du profit, de la rentabilité ou tout ça. On va vraiment dans le sens du meilleur en termes de goût. Et ça peut paraître évident d'avoir les réponses à ces questions-là, mais c'est loin de l'être. Et en fait, là où où on se sert vraiment de la transmission, c'est justement pour toutes ces prises de décision où mes parents, ils ont leur expérience propre. Et c'est toutes ces décisions-là qui ont construit la Maison Véro comme elle est aujourd'hui. L'idée, c'est pas non plus de faire exactement la même chose tout le temps partout, mais c'est de comprendre et qu'à la fin, dans 5-6 ans, à une question posée, on répond de la même chose. Tu emmagasines. Voilà, c'est de comprendre le raisonnement en fait. Et en même temps, tu t'apportes beaucoup de sang neuf à l'entreprise. Tu as construit un site de e-commerce la nuit.
tout Oui, seul. après, il y a pas, on se dit tout le temps, oui, le jeune, il va faire les réseaux sociaux et puis il va faire Internet et puis voilà. Non, ça, il y a pas que ça quand même. Un petit peu, il y mais a pas que que. ça. Ça, en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'étais pas encore dans l'entreprise. C'est ce que j'ai fait quand j'étais pas encore dans l'entreprise. Mais enfin, j'ai pas trop envie de parler de moi, voilà. Il y a le site d'e-commerce. Après, c'est vrai que tout ce qui va être alors on n'aime pas du tout ce mot, mais le plus simple, lui tourner autour du pot, on va dire le marketing. C'est aussi moi qui vois ça. Mais aujourd'hui, en fait, je pourrais même pas décrire une journée type parce qu'elle n'existe pas. Le seul référentiel, c'est que le réveil il sonne à 3h45. On va à l'atelier et puis ensuite après l'atelier, il se passe plein de choses et ça change tout le temps. Voilà. Et ça fait du bien d'avoir du sang neuf qui arrive de ton côté, Ah ouais. avec ton Mais fils. en fait, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en 2 ans de temps, l'entreprise a beaucoup changé. On a changé plein de choses. On a ouvert aussi donc une boutique en ligne grâce à Nicolas. On a ouvert une boutique rue de Bretagne, le comptoir Véro ici. On est allé à Test of Paris. On a une agence de communication exceptionnelle aussi avec nous, qui est là ce soir, l'agence Neroli. Et tout ça fait aussi beaucoup de changements et la Maison Véro a beaucoup changé en 2 ans, c'est vrai, beaucoup. Et pourtant tu te remettais déjà en question. Ouais. Tu stagnais pas non plus. Mais ça a coïncidé à la fois avec l'arrivée de Nicolas, mais c'est pas une coïncidence en tout cas. Comment tu te présentes, Nicolas, surtout quand tu croises des anciens copains tu dis que t'es charcutier? Moi, je dis charcutier. Enfin, je dis à tout le monde charcutier. Déjà parce que il y a une moi, au tout début à l'atelier, je ressentais une vraie émotion quand je faisais certains gestes. Et là, on va revenir sur le jambon dont je parlais tout à l'heure. Quand on fait le jambon, et ben moi, je me suis dit mince, mon arrière-grand-père faisait ce geste. Mon grand-père a fait ce geste, mon père a fait ce geste et je fais ce geste. Et à chaque fois, il y a 30 ans d'intervalle, 20, 30 ans d'intervalle. Et de savoir que c'est le geste qui a commencé à être fait à Saint-Étienne chez les Véro en 1930 et de me dire que je fais la même chose aujourd'hui, ça pour moi ça veut dire beaucoup. Et puis non, il y a eu une grande évolution entre le moi adolescent, le moi de 12-13 ans qui avait un peu honte de la charcuterie et puis le moi d'aujourd'hui qui suis plutôt enfin tous mes amis savent que je suis charcutier, qui vont me présenter comme charcutier et que voilà, il y a pas d'autre façon de qualifier la chose. Et comment vous avez envie de faire évoluer l'entreprise dans les années qui viennent? Vous avez des idées? Oui, bien sûr. Alors quand on parle d'entreprise, on dit oui, on a une vision. Non, votre vision à voilà, 5 ans. Non, plus sérieusement, la Maison Véro, c'est aujourd'hui, donc elle a une origine stéphanoise, mais c'est une maison parisienne. Il faut que ça le reste. Quand on ouvre des boutiques, comme on a ouvert 2 boutiques en l'espace de moins d'1 an, pour nous c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose ça se passe très bien, hein, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un modèle qu'on souhaite reproduire, se dire tiens tous les ans on ouvre 2 boutiques. L'idée c'est nous notre plus grande fierté et notre vision justement dans l'entreprise, notre volonté, l'idée vers laquelle on veut tendre le plus loin possible, c'est de promouvoir au plus le savoir-faire de l'artisan charcutier. Donc on sait que si à un moment on se développe trop sur un seul lieu, et ben nécessairement il y aura une baisse de qualité. Donc ça c'est ce qui est inenvisageable et c'est à ce moment-là on se dira stop Paris, voilà, peut-être autre part et on continue avec Paris mais on va autre part. C'est là où arrive la question de l'étranger qui aujourd'hui est pas du tout sur le court terme mais qui peut-être se présentera un jour, je l'espère. Mais vraiment notre but, notre objectif, c'est de rester une maison de référence pour le savoir-faire charcutier et qui montre aux gens ce qu'est le savoir-faire charcutier artisanal. T'es d'accord avec ça? Oui, j'approuve. Non, puis voilà, les envies, elles viennent un petit peu avec les mois qui passent, les journées qui passent. C'est des sollicitations aussi. C'est vrai que si on nous avait dit il y a quelques années, t'auras un comptoir sur les Champs-Élysées, waouh. Ouais, ça nous aurait fait un peu, enfin, ça nous fait toujours vibrer, bien sûr, hein. Mais c'était un peu improbable, en tout cas. Pendant des années, moi, je rêvais d'un endroit, je me disais, c'est le meilleur emplacement de Paris pour la gastronomie, c'était la place de la Madeleine.
Aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu moins fun, je trouve. Voilà, mais il y a plein d'autres endroits. Hein. Les Champs-Élysées, c'est génial, mais il y a encore beaucoup d'endroits à conquérir, je crois. Et puis peut-être sous d'autres formes aussi. Voilà, un comptoir, c'est une évolution. D'ailleurs, ça s'appelle pas Maison Véro, ça s'appelle le comptoir Véro, mais c'est pas anodin parce que c'est très différent d'une charcuterie en fait. On arrive à la fin de l'interview. Pareil, j'ai une autre tradition, c'est de demander une recette à faire à la maison à mes invités. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner si on veut cuisiner comme toi, Gilles? Je voudrais un peu que on arrête de dire que le pâté croûte c'est compliqué à faire. Donc si on n'est pas très à l'aise avec la pâte, on peut acheter une très bonne pâte brisée ou feuilletée et faire un petit pâté chaud. Donc un pâté chaud, c'est 2 abesses de pâte et après de la farce de cochon hachée, donc éventuellement de la gorge de porc qu'on peut faire hacher éventuellement. Puis on rajoute une belle viande, quoi. Ça peut être un gibier bientôt, un peu de foie gras peut-être, ou alors un truc tout simple, quoi. Mais quand vous enfermez cette viande à l'intérieur de cette bonne pâte, un petit pâté chaud pour pas l'appeler tourte ou pitivier parce que ça devient tout de suite plus sophistiqué. Bah c'est un truc génial, quoi. Vous avez des parfums qui se mélangent et voilà, le petit pâté. Et toi, Nicolas? J'étais parti moi sur un pâté un peu plus conventionnel. En fait, si on démystifie le pâté, vous prenez de la poitrine de cochon que vous hachez relativement finement au couteau, et si jamais vous le faites pour une quantité juste chez vous à la maison, c'est tout à fait envisageable. Vous hachez ça finement au couteau, vous rajoutez la viande que vous aimez le plus. C'est ça qui est bien en charcuterie. Si jamais comme moi, vous aimez beaucoup le canard, et ben vous prenez un beau magret de canard, juste vous retirez la peau, exactement. Et puis vous coupez ça en beaux cubes, un peu plus large bien sûr que la gorge, enfin la gorge ou la poitrine de cochon qui a été hachée. Assaisonnement que vous souhaitez. Si vous avez un petit peu de Porto ou un alcool sympa que vous pouvez mettre dedans, de la crème, des œufs, du sel, du poivre. Et puis vous enfournez pour 1h30 avec un peu d'eau en dessous, c'est important, faut reproduire un environnement humide. Et puis vous attendez que ça refroidisse et voilà. Et là on vient de démystifier le pâté. Merci à vous deux, merci à tous d'être venus et peut-être à la prochaine. Vous venez d'écouter la retransmission du premier AP Talk avec Gilles et Nicolas Véro de la Maison Véro. Vous pouvez goûter leurs produits et notamment le banh mi en croûte fait en collaboration avec Céline Femme au comptoir du food court des Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Ils ont aussi d'autres boutiques dans Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, rue Le Courbe et rue de Bretagne. Les adresses exactes sont sur maisonvéro.fr. Dans cet épisode, nous faisons référence aux chefs Céline Femme et Pierre Gagnère. Des épisodes de ce podcast leur sont dédiés et je vous invite à les découvrir. Vous pouvez aussi retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez et Mark Norman Harris. Musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munoz d'avoir aidé à préparer cet épisode. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.